transformation Sénégal 2050, dans lequel on a un axe qui porte sur le capital humain de qualité et l'équité sociale. Et c'est au sein de cet axe-là que le ministère que la santé a été logé comme une priorité. Maintenant, en termes d'orientation stratégique, à travers l'agenda national de transformation, l'idée est de mettre en place un système de santé performant et accessible à tous, qui va permettre aujourd'hui de passer d'une santé curative vers une santé préventive. Et je pense que beaucoup ont eu à parler ici de la prévention. Et dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, nous avons eu à élaborer la lettre de politique sectorielle qui est alignée par rapport à l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et cette LPS couvre la période de 2025 à 2029. Et dans la vision pour la LPS, ce qui est recherché, c'est de développer un système de santé de qualité, résilient et accessible à tout Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence ou son niveau de revenu, et ouvert aux usagers de la sous-région, pour développer cette notion de hub sanitaire au niveau du pays. Maintenant, par rapport à cette vision, nous avons eu à développer 10 priorités clés. Je vais citer par ordre d'importance. L'élimination des décès maternels, néonatals et infantilo-juvéniles évitables. Le relèvement plateau technique médical. La relance de l'industrie pharmaceutique locale. Le renforcement de la gouvernance du système de santé. La digitalisation du système de santé. Le fonds d'action médicale. L'amélioration de la prise en charge des maladies non transmissibles par la prévention. La prévention, la promotion de la santé et de l'hygiène publique, l'assurance maladie, mais également un pilier important qui est la santé dans toutes les politiques qui permet effectivement de prendre en charge ces questions de transversalité de la santé, mais également ces questions de déterminants de santé et de la prévention et de la promotion de la santé. Maintenant, notre LPS, elle est déclinée en 3 programmes. Il y a un programme qu'on appelle gouvernance et digitalisation intégrale. Il y a un programme qui porte sur la prévention et la promotion de la santé et un programme qui porte sur l'offre de services de santé de qualité. Maintenant, depuis que nous sommes là, nous avons eu, en termes de démarche, à avoir une approche qui est centrée autour de 4 actions principales. Et ça rejoint un peu la préoccupation qui a été soulevée par l'honorable député, qui disait qu'au lieu de continuer à investir, il faut faire fonctionner au maximum l'existant. On a trouvé ici un existant et l'idée c'était de voir comment renforcer la disponibilité des services de qualité pour assurer la continuité des soins. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout de suite disposer des gens pour pouvoir investir, construire des hôpitaux ou construire des centres de santé et que cela prend quand même un temps qui peut être un peu long. Deuxième action qu'on a eu à mener, on s'est dit qu'on est dans un contexte où il y a le père de famille qui m'a donné la dépense, mais je me rends compte que par tous les besoins, que cette dépense aussi doit être renforcée. Donc on s'est dit qu'on doit développer des projets structurer et maturer des projets pour mobiliser des financements qui peuvent permettre de compléter le financement que l'État a mis à notre disposition, qui est aussi un financement extrêmement important parce que 217 milliards n'est pas quand même négligeable dans le cadre du financement, dans le cadre du budget de l'État. Maintenant, on voudrait toujours que ça soit davantage renforcé, si possible, monsieur le ministre des Finances et du Budget. Et pour cela, on a eu à mettre en place ce qu'on appelle une delivery unit. Une delivery unit, c'est une unité qui est composée d'experts que nous avons négociés, des experts de niveau international dans un certain nombre de domaines qui viennent nous aider à développer des projets et à maturer ces projets-là. Et ces experts ont pu développer tout un portefeuille de projets aujourd'hui
Il suffit juste qu'un bailleur se présente, qu'il me dise sa priorité, que je tire le tiroir pour lui dire ça correspond à votre priorité, et qu'il dise que ça, je peux le financer, et dire le montant qu'il peut mettre sur la table. Et ces experts ne sont pas payés par le ministère, c'est des experts qui sont payés par les partenaires au développement qui nous soutiennent. Il y a ce qu'on appelle le renforcement de la gouvernance. Et aujourd'hui, quand on est venu, on s'est rendu compte que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas forcément liés à l'argent, ne sont pas forcément liés à la disponibilité des fonds. C'est un problème de gouvernance, un problème d'organisation et un problème de méthode. Je donne juste l'exemple du fonctionnement des hôpitaux. Quand vous regardez, parfois on s'est dit que si on arrive à digitaliser et on arrive à mettre le paiement numérique et à mettre en place le pointage et à essayer de mettre des procédures beaucoup plus claires en termes d'accueil et d'orientation, les hôpitaux arrivent à faire des performances. Et il y a des hôpitaux qui, pour des recettes mensuelles estimées peut-être à 50 millions, ils arrivent à faire après 100 millions ou 120 millions. Et cela, on est en train de le poursuivre actuellement, et avec surtout la nomination des nouveaux directeurs d'hôpitaux qui ont reçu un mandat très clair et qui sont lancés résolument dans un processus de redressement, surtout de la situation que nous avons eu à trouver ici. Et on a perdu beaucoup d'argent au niveau de nos hôpitaux. Et vous allez vous en rendre compte quand on fera ce qu'on appelle la comptabilité analytique et qu'on présentera. Et vous verrez que les recettes des années précédentes seront différentes des recettes que nous allons avoir cette année et les années à venir. Et je me suis toujours dit que les hôpitaux, avec une bonne subvention, peuvent être autonomes, avoir des budgets plus équilibrés, investir dans leur propre équipement, investir à recruter du personnel, réduire les coûts de prestation, et qui est vraiment possible. Et pour tout cela, on est en train de travailler actuellement avec les nouveaux directeurs des hôpitaux. Maintenant, il y a aussi une autre action phare qu'on a de réformer, de mettre en place un code de la santé. Parce qu'on a beaucoup de textes, on a beaucoup de décrets, beaucoup d'arrêtés. Il va falloir aller vers le développement d'un code de la santé qui va permettre de restructurer et de réécrire tout cela et que ça fonctionne comme on dit, le Coran ou la Bible. On est aussi en train de travailler sur la carte sanitaire. Et beaucoup d'éléments que vous avez eu à développer ici, si je résume, c'est infrastructure, c'est équipements médicaux, c'est ambulances, c'est personnel de santé. Tout cela doit être géré dans le cadre de la carte sanitaire. Parce que c'est la carte sanitaire qui donne les normes, qui donne les standards. Et cette carte sanitaire, on va la soumettre à l'Assemblée nationale. Et si cela est voté, ça s'impose au tiers. Ça veut dire que moi, je ne ferai qu'appliquer ce qu'on a mis dans la carte sanitaire. Si on dit qu'ici on doit avoir un scanner, on va faire de sorte qu'il y ait un scanner. Mais si on nous dit que, par exemple, dans un centre de santé, on ne doit pas avoir de scanner, on ne doit pas avoir un scanner dans un centre de santé au niveau des hôpitaux. En aucun cas, on ne peut pas le mettre. Et ces réformes-là, il faut aussi qu'elles soient portées par vous, les députés. Quand la population exprime des besoins, vous pouvez prendre la carte sanitaire pour dire que ce que vous exprimez ne peut pas être fait dans notre cycle de santé, parce que c'est un poste de santé. Et voici le programme médical dans un poste de santé.
Chaque niveau a un programme médical. Le poste de santé a son programme médical. Le centre de santé de niveau secondaire a son programme médical. Le centre de santé de référence a son programme médical. Un hôpital EPS1 a son programme, EPS2 son programme, EPS3 son programme. Et tout ce qui est logistique est standardisé dans le cadre de ces programmes médicaux. Et cela, je pense, permettra de faciliter beaucoup de choses. Maintenant, ça me permet après d'embrayer un peu sur ce qu'on a eu quand même à réaliser depuis que nous sommes à la tête du ministère. Peut-être que je vais en citer juste quelques exemples. Si je prends la partie gouvernance, donc je viens de citer, il y a l'élaboration de la carte sanitaire, il y a la révision du document de réforme hospitalière, mais il y a aussi l'élaboration du code de santé. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de valider la loi qui porte la loi et le décret sur la télémédecine, parce que on a beaucoup de déserts médicaux. Aujourd'hui, il faut avoir des formes de solidarité entre des praticiens qui sont à Dakar et d'autres praticiens qui sont peut-être à Kédougou, à Tambacounda, à travers la télémédecine, faire les consultations en ligne, régler des problèmes de santé, sans que les populations aient besoin de se déplacer pour venir jusqu'à Dakar et régler leurs problèmes de santé. Il y a le déploiement du dossier patient qui est en cours, mais il y a aussi le carnet de santé électronique de la mère dans plusieurs hôpitaux et centres de santé. Il y a aussi la décentralisation de l'agence de réglementation pharmaceutique qui est en cours, avec des antennes qui ont été ouvertes au centre, ça veut dire à Kaolack. Il y a un pôle qui va être ouvert à Saint-Louis, mais aussi un autre pôle qui va être ouvert dans le sud, pour essayer de continuer tout le travail formidable qui est aujourd'hui en train d'être fait au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, en termes de prévention et de promotion de la santé, on a eu à lancer tout un ensemble de programmes de vaccination, mais aussi on a eu à faire ce qu'on appelle les surveillances épidémiologiques, dont la dernière concerne la surveillance de la fièvre de la vallée du Rift et de la dengue, pour lesquelles on a eu des succès appréciables. Mais on a le renforcement de tout ce qui est capacité